Aujourd'hui, on s'attaque à une controverse qui a fait énormément de bruit. D'un côté, on a une étude qui balance un chiffre choc, près de 17 000 morts liés à un traitement du Covid-19. Et de l'autre, une contre-enquête scientifique qui la démolit point par point. Alors, démêlons ensemble l'affaire des 17 000 morts. Tout est parti de ce chiffre, presque 17 000. C'est le nombre de décès qu'une étude, celle de Pradel et ses collègues, a imputé à l'hydroxychloroquine pendant la première vague de la pandémie. Évidemment, un chiffre pareil, ça a fait le tour de la planète en quelques heures. Mais voilà, face à une affirmation aussi fracassante, la question est simple. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que la science derrière ce chiffre est solide? C'est justement ce qu'on va vérifier en se penchant sur la contre-enquête. Et la riposte n'a pas traîné. Un groupe de scientifiques, mené par Azalbert, a publié une critique en règle. Et attention, ils ne se contentent pas de dire que le chiffre est peut-être un peu exagéré. Non, ils attaquent le cœur du réacteur, les données de base et la logique même du calcul. Alors, pour y voir clair, on va suivre leur raisonnement, étape par étape. On va partir de l'affirmation choc, puis on va décortiquer le cas des données belges. Ensuite, on regardera le modèle mathématique, d'où viennent ces hypothèses, ce qu'il a oublié de prendre en compte, et enfin, on verra ce que toute cette histoire nous dit sur la science et les médias. C'est parti. L'étude de Pradel a donc fait les gros titres. Mais ce qui est assez fou, c'est que ses propres auteurs admettaient un niveau de preuve faible. C'est écrit noir sur blanc. Une petite phrase, une mise en garde cruciale qui a été complètement balayée par le tsunami médiatique. Le premier angle d'attaque des critiques, c'est le cas de la Belgique. Et c'est là, selon eux, que tout l'édifice commence sérieusement à vaciller. Regardez-moi cet écart. L'étude de Pradel estime qu'il y a eu plus de 10 000 patients traités en Belgique, sauf que les chiffres officiels du pays, confirmés par leur institut de santé, sont clairs, c'est 4 542. On parle d'un chiffre de base qui a été plus que doublé. La question est, comment est-ce possible? Et en creusant, les critiques montrent que ce n'est pas juste une erreur, c'est une impossibilité physique. Pour arriver à leurs chiffres, l'étude suppose que plus de 5 400 nouveaux patients ont reçu le traitement sur une certaine période. Le hic, pendant ce même laps de temps, il n'y a eu que 2 287 nouvelles hospitalisations au total. On ne peut pas traiter plus de gens qu'il n'y a de gens à l'hôpital. Le chiffre pour la Belgique est donc non seulement faux, mais matériellement impossible. Ok, donc si les données de départ sont bancales, qu'en est-il du modèle de calcul lui-même? Eh bien, c'est le deuxième gros problème soulevé par la critique. Là, on ne parle plus d'erreur, mais de la logique même de la machine. Au cœur de l'accusation, il y a ce concept, le raisonnement circulaire. En gros, c'est une faille logique où on commence la démonstration en tenant pour acquise la conclusion qu'on est censé prouver. L'image utilisée par les critiques est très parlante. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est une façon de dire que le modèle n'a pas découvert un résultat, il a été conçu pour l'obtenir. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, les auteurs de l'étude ont nourri leur modèle avec une donnée de départ, un risque de mortalité de plus 11% lié au traitement. En injectant cette hypothèse de dangerosité dès le début dans la formule, le résultat était joué d'avance. Le modèle ne pouvait mathématiquement que trouver une surmortalité. C'était, pour les critiques, une conclusion écrite avant même de commencer. Du coup, la question qui tue, c'est « mais d'où sort ce fameux plus 11%, cette pierre angulaire qui soutient toute l'étude ?» Les auteurs de la réfutation sont allés voir. Ce chiffre, il vient d'une compilation de plusieurs études. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul essai, l'essai britannique Recovery, qui pèse pour près de 74% du résultat final. 74%! Autant dire que le calcul du risque repose quasi entièrement sur cette seule et unique étude. Et c'est là qu'on arrive au point le plus critique de la réfutation. Dans cet essai Recovery, on a donné aux patients une dose de 2400 mg le premier jour. C'est 4 fois la dose hospitalière normale. Les critiques n'hésitent pas à qualifier cette dose de potentiellement létale. L'argument est donc simple. Le danger qui a été mesuré n'est pas celui du médicament, c'est celui d'un surdosage massif qui n'a rien à voir avec la pratique standard. Et ce n'est pas fini. La réfutation pointe un autre problème de taille. L'étude de Pradel n'aurait pas seulement utilisé des données fragiles, elle aurait aussi, disons, fait le tri en ignorant des preuves qui allaient dans le sens contraire de ses conclusions. C'est une question assez grave. Est-ce que les auteurs ont volontairement laissé de côté des résultats qui les dérangeaient, y compris des résultats venant de leurs propres sources? Parce que, apparemment, même dans leur bibliographie, on trouve des études qui disent l'exact opposé. Les exemples sont assez frappants. Une étude espagnole, citée par Pradel, concluait à une diminution significative de la mortalité. Une étude italienne, risque de décès inférieur de 30%. Une autre, américaine, réduction significative de la mortalité.
Toutes ces conclusions sont à l'opposé total de l'idée d'une surmortalité, et pourtant, elles figurent dans les propres références de l'étude. Et puis, il y a cette incohérence. On se souvient, le calcul du risque repose à 74% sur l'essai britannique Recovery. Et pourtant, l'étude de Pradel a exclu le Royaume-Uni de son analyse. La question posée par les critiques est logique. Pourquoi se baser sur des données britanniques pour affirmer un danger, mais exclure ce même pays quand il s'agit de vérifier le modèle? C'est ce qu'on appelle du cherry picking. En bon français, on ne garde que les cerises qui nous arrangent. Bon, prenons une seconde pour voir ce que tout ça signifie. Parce qu'au-delà de cette étude en particulier, cette affaire pose des questions beaucoup plus larges sur le fonctionnement de la science, sur son traitement médiatique et au final sur la confiance qu'on peut lui accorder. Pour mettre les choses en perspective, la critique avance un dernier chiffre, 114. C'est le nombre total de décès attribués à l'hydroxychloroquine dans la base de données mondiale de l'OMS sur une période de 50 ans. 114 décès en un demi-siècle pour des milliards de traitements. Quand on met ça à côté des presque 17 000 morts estimés en quelques mois, le contraste est saisissant. Et c'est là-dessus que la critique conclut, avec une sorte d'avertissement. Quand une étude avec des bases aussi fragiles est reprise en boucle par les médias sans aucun recul critique, le problème n'est plus seulement l'étude elle-même. Le vrai danger, c'est que ça abîme la confiance du public dans la science. Et ça, c'est un dommage qui peut mettre très longtemps à se réparer. On finit donc sur cette question, qui nous concerne un peu tous. Quand la science fait la une avec des chiffres chocs, comment est-ce qu'on fait la part des choses? Quel est le rôle des scientifiques, des journalistes et de chacun d'entre nous pour que le débat public reste basé sur des faits solides? C'est peut-être la question la plus importante de toutes, à l'heure où l'info va plus vite que la vérification.